Digne partenaire de CKRL vous présente l'émission Les Matins éphémères. Voilà, il s'est installé doucement en studio. Georges Gaumont va lui laisser le temps de s'installer. On va écouter une pièce musicale tranquillement. Mais juste peut-être, Georges, nous présenter ta chronique de ce matin. Bonjour d'abord. Bonjour Caro. Je te laisse t'essouffler, on mettra une pièce musicale, mais on parle de quoi? On va poursuivre. Écoute... Et on va terminer, peut-être boucler la boucle en parlant des accords secrets entre la France et ses colonies françaises. Oui, mais le prolongement, c'est un peu... oui, les accords secrets, on avait bien précisé que c'était secret, mais il y a aussi ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme. C'est ce dont on va parle. aborder ça également dans ce prolongement-là. C'est un sujet qui est assez poignant et quelque part... on s'interroge un peu sur ce qui se passe aujourd'hui. On va essayer de voir un peu le rapport de cette charte de l'impérialisme dont le Québec aussi a subi. Ici, j'ai fait de la recherche documentaire là-dessus pour voir que même le Québec et l'Acadie aussi ont subi l'impérialisme britannique. Là, on va parler par exemple, la proclamation royale de 1763. Mon Dieu, un gros sujet. Un gros sujet. Et on découvre pas mal de choses, de similitudes aujourd'hui avec ce que les pays africains vivent. Alors, sans parler de Pierre Vallière, qui avait écrit, je crois, l'ouvrage que tu connais certainement, Les Nègres blancs d'Amérique. Moi, c'est pas moi qui l'ai dit. OK. On va en parler. Dans quelques instants, Georges, à tout de suite. Voilà. Bon, il nous a bien présenté son sujet. On commence, on est d'attaque, Georges. On rit, vaut mieux en rire. Mieux vaut en rire que d'en pleurer, hein. Avec ce qui se passe en ce moment, c'est incroyable. C'est assez Au Proche-Orient, on entend ce qui se passe. C'est fou, ça. S'arrêtera-t-il un jour cette situation de guerre permanente? Ça, franchement, ça brise le cœur. Ça brise le cœur. On est sans mots, là. On a beau analyser ça de tout bord, de tout côté. Il y a comme, on peut le comprendre intellectuellement, mais franchement, émotivement parlant, on a juste envie de lâcher un gros cri. Arrêtez ça, ça n'a pas de bon sens. Puis, nous, on va parler de l'Afrique on va parler de l'Afrique dans tout ça, qui est au centre de l'actualité et qui n'est pas, c'est-à-dire, c'est assez curieux. L'Afrique est au centre de l'actualité mondiale et l'Afrique est en même temps absente de cette actualité mondiale. Pourquoi je dis ça? Au centre parce que, sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques, elle est présente. Et on en a parlé ici, on prête même en ce qui se passe en ce moment avec les médias sociaux aussi, on voit très bien que les gens prennent la parole. Les gens prennent la parole et c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on démocratise quand même cette prise de parole. Avant, il y avait la censure. On pouvait pas parler, on pouvait pas se faire entendre. C'est un passage nécessaire. Voilà. Aujourd'hui, les citoyens qui vivent des événements prennent la parole. Tout le monde devient un peu producteur d'informations. Moi, je vais chez moi, je prends ma caméra et puis j'édite des choses. Avec le danger maintenant des fake news aussi, quelqu'un peut créer une affaire de toutes pièces, avec toutes les dérives, et le dire tellement bien comme le dirait un vrai journaliste, et les gens croiront alors que c'est une fake news. Mais à côté de ça, le danger, c'est que, finalement, c'est quoi le statut de la vérité dans tout ça?
C'est quoi le statut de... Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? La censure n'a plus d'essence aujourd'hui parce que, bon, et aussi on rapporte avec les vidéos qu'on peut faire. Si je filme le croisement, je vois un accident, je filme, je mets sur la toile, les gens vont voir qu'il y a eu un accident et c'est en temps réel. C'est une information. Bon, qu'à cela ne tienne. L'Afrique est présente, elle n'est pas présente également. Elle n'est pas présente parce que finalement, même ce qui se passe en Afrique, on pense que c'est toujours téléguidé quelque part. C'est téléguidé par quelque part. Les Africains ne peuvent pas le faire. Les Africains ne peuvent pas réfléchir comme ça. Les Africains ne peuvent pas faire des analyses. Et on trouve toujours que c'est téléguidé quelque part, alors que ces Africains-là, quand même, il y en a qui sont allés à l'école, qui savent faire des analyses, qui voient aussi, qui vivent les choses qu'ils vivent en Afrique et qui rapportent à travers des bonnes analyses en tant que telles. Ouais. C'est dans ce sens que l'Afrique n'existe pas parce que on pense que l'Afrique n'est pas capable de faire des choses. Alors, la dernière fois, Caro, nous avons parlé un peu des accords secrets avec la France, notamment. Et la France, c'est une puissance coloniale. C'est une puissance impériale également. La période des grands empires en Europe, on le sait très bien. Et fondamentalement, c'était l'empire britannique et l'empire français aussi. Et puis, cet impérialisme, c'est quoi l'impérialisme? Mais c'est une stratégie politique qui permet à un pays d'aller étendre sa domination et sa puissance en dehors de ses frontières géographiques. Donc toute l'aventure coloniale est inscrite dans cet impérialisme où ces deux grandes puissances européennes, la puissance anglaise et la puissance française, il y a aussi les puissances ibériques. Les puissances ibériques, c'est l'Espagne et le Portugal, et puis certainement d'autres empires aussi, qui sont allés en dehors de leurs frontières pour étendre leur domination ailleurs pour des raisons politiques ou pour des raisons politiques. Je vais arrêter cette affaire-là, mais on arrête toujours. Allez hop. Allez. Oh, excusez-nous, c'est un peu les aléas du direct aussi. Ouais, oui, tout à fait. Donc, on parlait de cette volonté des puissances européennes d'aller à l'extérieur de l'Europe, parce qu'à l'époque, évidemment, il y a un rapport avec l'économie, l'Europe était pauvre, il fallait aller chercher la richesse ailleurs, d'où cet impérialisme-là, politique, diplomatique, économique, culturel et spirituel également, et fondamentalement militaire, parce que pour aller étendre sa puissance ailleurs, il faut avoir la puissance de feu, des choses comme ça. Donc voilà, et donc la France, pour sa part, et hors antenne, je t'ai parlé aussi que quelque part, le Québec aussi est marqué par cet impérialisme britannique cette fois-ci, parce que le Canada français, on sait très bien l'histoire des Acadiens. On le sait ici, qui ont été le grand dérangement, la grande déportation des Acadiens. Et les Québécois ont eu la chance. Bon, il y a eu les plaines d'Abraham qui sont passés par là. Mais le fait qu'on ait laissé la religion et la langue, n'est-ce pas, à ce Canada français conquis par l'impérialisme britannique, a fait que le Québec se soit tiré à bon compte. On connaît tout ce qui se rapporte à la proclamation royale de 1763. Et puis aussi à 1774 avec l'acte du Québec. On sait aussi qui a supplanté, n'est-ce pas, la proclamation royale. Mais c'est simplement pour montrer quand même aux Québécois que ce que nous vivons en Afrique aussi, il y a des ressemblances avec la bataille des Québécois ici. Et je vais mentionner ce que les Québécois le savent très bien. Pierre Vallière aussi, que nous connaissons très très bien ici, et qui est resté longtemps en prison à New York, qui a écrit, pendant ces années de prison, il a écrit en parlant des Québécois, les nègres blancs d'Amérique. Mais quand on dit ça, bon, écoute, il faut rentrer pour voir un peu ce qu'il apporte là-dessus. Mais qu'à cela ne tienne. Donc, pour revenir un peu à... Bon, l'impérialisme, qui a fait des ravages en Afrique, en tout cas. Absolument. Qui a fait des ravages, pas seulement en Afrique. Ah oui, c'est aussi ça. En Asie aussi. En Asie, je te parlais hors antenne aussi de Victor Hugo. Et je le dis, nos auditeurs pourront aller regarder un peu ce qu'on appelle le sac du palais d'été de Chine.
le sac du palais d'été de Chine, c'est le saccage. Le saccage où le grand écrivain français Victor Hugo explique bien cette affaire. Il n'est pas le seul à l'expliquer, où il dit carrément que 2 bandits se sont rendus en Chine et sont allés piller et casser le palais d'été de Chine en chassant l'empereur chinois et sont revenus en France avec toutes les richesses qu'ils avaient pillées là-bas. Donc la période des expéditions françaises et britanniques en Asie, on connaît la première guerre de l'opium, la deuxième guerre de l'opium. Tout ça, c'est des choses qui sont réelles, qui sont vécues et qui continuent, n'est-ce pas, à marquer un peu les rapports entre les pays aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, revenons à l'Afrique. Bon, alors, en dehors de ces fameux accords secrets entre la France et les pays africains, que beaucoup, on l'a vu la dernière fois, beaucoup de pays commencent à dénoncer. Avant, on le dénonçait pas. Maintenant, avec la nouvelle donne où finalement il n'y a plus que les puissances européennes, il y a aussi les puissances, comment on appelle la Russie aujourd'hui, la Chine là-bas, l'Inde également, les BRICS aussi, les BRICS, voilà, les BRICS aussi, les puissances émergentes, là aussi. Alors, ça réduit la portée de ce qu'on appelait avant l'Occident. L'Occident est en perte de vitesse par rapport à cette grande concurrence des autres nations. On voit quand même qu'un pays comme les États-Unis, qui sont, c'est le pays le plus riche du monde, le plus puissant aussi dans le monde. Je ne sais pas si c'est encore plus riche et plus puissant. Ça m'étonnerait puisque on bouleverse maintenant ces anciennes configurations. Et quand on voit aussi, en fait, c'est le sort, c'est le sort du monde. C'est-à-dire, il y a des puissances qui émergent, qui restent, qui règnent et qui déclinent également, Et en ce moment, je ne sais pas si tu as entendu, on dit que la Chine est devenue la plus grande puissance économique du monde. Là, il n'y a pas longtemps qu'on l'a entendu, il n'y a même pas 2 semaines que j'ai eu cette information-là. Il faudra regarder si c'est bien vrai. Donc, il faut qu'on se mette quand même se rendre compte que non, les choses sont toutes bougées. Les anciens rapports ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc, je suis tombé sur un document, Caro, que nos auditeurs pourront aller regarder, qui s'appelle la charte de l'impérialisme. La charte de l'impérialisme, c'est un document que tout le monde peut trouver sur Internet. J'en ai fait une copie ici, bien écrit, mais quand même, la grande question, c'est de savoir, est-ce que cette charte est authentique? Est-ce que c'est vrai? Mais quand on regarde, on voit très bien que la source, c'est le musée de Tervuren. Tervuren, Caro, il y a un musée qu'on appelle, à Tervuren, il y a un musée qu'on appelle le musée royal de l'Afrique centrale. Okay. Tervuren est une commune néerlandophone de Belgique située en région flamande, dans la province du Bar flamand, en Belgique. Et c'est la seule commune périphérique de la région de Bruxelles-Capitale à être située dans l'arrondissement du Louvain. Voyez? Alors, donc, la fameuse charte de l'impérialisme. Mais je comprends pas avec le musée, là, le lien. Mais le musée se trouve à la ville de la fameuse ville de Tervuren. Oui, Tervuren. Là, voilà. Oui. Mais le musée se trouve là-dedans. Oui. Et c'est au musée que se trouve la copie de la charte une copie, d'accord. Oui, c'est certainement. Parce que quand on voit ça, on voit le contenu de la charte, on se dit, mais c'est pas possible. On peut pas faire des choses comme cela. Sincèrement, moi, je me suis dit, non, mais il faut que je cherche vraiment l'origine. Et j'ai fouillé partout. Et ça m'a renvoyé, n'est-ce pas, à ce musée-là, à ce musée de Tervuren. Mais la charte, est-ce que ça reste un document qui est dans un musée ou est-ce que ça a déjà été mis en application? Est-ce qu'on l'a déjà utilisé? À quoi ressemble-t-elle, cette charte-là? La charte, je comprends qu'elle est...
Donc là, on dit que la charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière, ensuite discrètement négociée à la conférence de Berlin. On a beaucoup parlé de la conférence de Berlin de 1884 à 1885. C'est la conférence de Berlin qui donne, n'est-ce pas, le coup de départ de la deuxième grande exploitation du continent africain, la première grande exploitation étant la traite des nègres qui a duré 400 ans et où on allait prendre des Noirs en Afrique, on les amenait en Amérique, ça on le sait. Maintenant, après l'abolition de l'esclavage, la deuxième abolition, on l'a dit aussi à cette antenne, c'est 1848. Et 1884 et 85, l'Europe cherche encore, mais si on abolit l'esclavage, puisqu'on a bâti notre économie sur le commerce des esclaves, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va continuer à produire de la valeur, de la richesse? C'est là où, en 1884, 1885, à l'appel du Portugal, les puissances européennes se trouvent en Allemagne, sous Otto von Bismarck, pour prendre l'Afrique. Ils ont pris l'Afrique, on l'a découpé, partagé entre les puissances européennes. Et c'est là qu'on a élaboré la charte. Mais disons que la charte a été revue, là, c'est qu'on dit ça. Ensuite, discrètement renégociée à la conférence de Berlin, puisqu'elle a été mise en place pendant la traite négrière. Pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique. Et renégocier secrètement à Yalta au moment du partage du monde en deux blocs après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création de la Société des Nations. La Société des Nations, c'est l'ancêtre des Nations Unies. Voilà. Donc, ça peut se comprendre quelque part. Autant on peut s'interroger sur l'authenticité. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette charte-là? Oui, mais la charte, c'est des articles. Oui, c'est ça. Mais on fera pas le... On va pas le lire. On va pas le lire parce que ça doit être énorme, mais en substance... C'est juste à 28 articles, mais en substance comme ça, je lis quelques articles seulement. Oui, peut-être les 3 premiers, question de voir un peu. Oui. Alors, dans les dispositions générales de la charte, on le fait comme ça, on pousse nos éditeurs qui sont intéressés à les regarder donc sur Internet. Les dispositions générales, article 1er par exemple, de la devise de l'impérialisme, : gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète, : notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les puissances du monde. Voilà, c'est dit de cette manière-là. Mais on peut le comprendre également quand on voit l'économie du monde aujourd'hui, comment est-ce que les banques fonctionnent. On a tendance à donner un peu du crédit à cela. Bon, là, si je vais plus loin, puisqu'on va pas lire tous les articles, des droits fondamentaux, l'article 10, par exemple, dit ceci: là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droit. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Voilà. Bon, ça, quand on a lu des choses comme ça... Bon, mais est-ce que c'est... Georges, cette charte-là, est-ce que c'est une vraie charte, là, ou alors c'est plutôt quelque chose de cynique, là, qui dénonce, justement... C'est quelque chose de cynique. Qui dénonce l'impérialisme, justement. Écoute, Caro, c'est quelque chose de cynique. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais... C'est pourquoi, dès le départ, on a dit, c'est-à-dire, on est un média quand même communautaire ici, on pousse les gens à aller regarder et se faire une idée. C'est pourquoi j'ai dit au départ, mais le contenu est tellement fort que quand on voit le discours quand même que s'efforcent de donner les institutions internationales sur la souveraineté des États, bon, les gens qui nous écoutent, mais Georges, tu es naïf ou quoi là aussi de penser que vraiment les États sont souverains? C'est ça aussi, c'est une forme de discussion qu'il faut mener ici au moment où le monde devient tellement difficile. On se demande, mais comment faire pour essayer de tempérer un peu les rapports entre les États?
Est-ce que dans la recherche nécessairement des intérêts de certaines puissances qui sont des grandes puissances plus fortes, parce que tu sais très bien que au Conseil de sécurité, il y a quelques États seulement au Conseil de sécurité, il y a le droit de veto, il y a ceci, il y a cela, on interdit aux nations d'avoir la bombe nucléaire, ce serait bien que tout le monde n'ait pas la bombe nucléaire, mais donc il y a quand même ces enjeux au niveau international. Et puis bon, on peut comprendre que les pays puissent rechercher, n'est-ce pas, des matières premières. Les matières premières sont inégalement reparties à la surface de la Terre. On peut le comprendre. Mais les gens sont inégalement repartis aussi. Est-ce que dans ces conventions internationales, il n'y a pas eu un moyen pour que ces rapports d'échange soient mieux tempérés, de sorte que chaque pays dans le monde puisse avoir sa part également? Ce serait quand même formidable, non? Plutôt que de voir que, non, au fond, ce que les gens font, c'est tout simplement ceux qui sont plus forts, eh ben, ils cassent les autres pour aller chercher ce dont ils ont besoin dans les pays des autres. C'est ça aussi, l'impérialisme, c'est ça également. Regarde un peu. Oui. Quand je vois un peu à l'article 27, on dit ceci, Caro. Les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Bon, voilà. Quand on a vu ça, et quand on voit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, par exemple, mais il y a un président qui était là, Laurent Gbagbo, qui était démocratiquement élu, et où la France de Nicolas Sarkozy, je pense, est allée faire une guerre incroyable en Côte d'Ivoire. L'armée française est allée en Côte d'Ivoire déloger un président élu démocratiquement, Laurent Gbagbo, et en mettre un autre, Monsieur Ouattara, qui aujourd'hui est toujours au pouvoir, qui a pris aussi son 3e mandat, aussi au vu de tout le monde, tranquillement, et soutenu par la France. Donc, quand on dit que finalement, ces puissances-là, ils installent dans le monde des présidents qui sont acquis à leur cause. Et quand c'est la démocratie qui est appliquée en Afrique, ben non, on n'est pas d'accord avec cela. Et Laurent Gbagbo est allé où? On l'a pris comme un malpropre, on l'a envoyé à La Haye, il est resté des années et des années en prison avant de le sortir finalement sans avoir des charges contre lui. On l'a sorti là, Laurent Gbagbo. Donc, on se demande un peu, est-ce que la CPI, le Tribunal international des Nations Unies, n'a pour objet que d'interner les présidents africains. Bon, j'irai pas jusque-là, genre. Mais qui d'autres? Mais on peut pas voir d'autres présidents européens ou que sais-je encore. Ce qui s'est passé au Moyen-Orient et les George Bush et tous les autres, les Tony Blair à l'époque. De toute façon, les États-Unis ne font pas partie là, de la... Mais non, mais il y a quand même des chefs d'État au centre aussi qui ont fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, quand on regarde, il y a beaucoup même des spécialistes, des professeurs d'université qui sont payés pour faire la recherche, aller fouiller tout cela et qui disent clairement que non, mais ce qui s'est passé en Libye, c'est pas normal ce qui s'est passé en Libye. Voilà un État qui fonctionnait normalement avec leur dictateur, Kadhafi, qui était le dictateur libyen, mais qui s'arrangeait à ce que les Libyens ne manquent de rien. Et pourtant, un bon matin, comme ça, là, on a pris la décision d'aller casser un pays qui, aujourd'hui, est devenu dans un désordre et le Sahel, aujourd'hui, l'intervention au Sahel, aujourd'hui. Mais c'est quand même les conséquences de la destruction de la Libye, puisque la Libye était une puissance militaire en Afrique incroyable, et toutes les armes de la puissance de la Libye on les a éparpillées dans le Sahel pour créer un peu, n'est-ce pas, le terrorisme, que tous les États maintenant viennent pour combattre le terrorisme avec des moyens extraordinaires, mais qui n'arrivent pas à venir à bout de ce terrorisme-là. Et les Français qui ont largué, n'est-ce pas, des armes aux opposants de Kadhafi, eh ben, ce sont ces armes-là qui tuent maintenant les Français qui vont dans le Sahel aussi pour... Donc, il y a quand même un micmac incroyable, Caro. C'est pourquoi on essaie de faire l'effort, cet effort-là, je pense que, pour que les gens comprennent que, on peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça, ce qu'on a évoqué en Israël et machin, mais ailleurs c'est pareil, c'est-à-dire qu'il
faudrait peut-être, on l'a dit, bon, on prêche peut-être dans le désert, toi et moi ici, Caro, quand on dit, mais il faut allons vers une conférence internationale. Essayons de nous asseoir parce qu'on peut pas continuer. Si on continue comme ça, c'est toujours la guerre qui sera toujours ronronnée autour de nous. Et puis, ça nous mettra toujours dans une situation quand même très, très, très difficile. Voilà. Donc, c'est ça. Pour revenir à la charte, on dit pas qu'elle est authentique, mais à partir elle du fait moment... image, dirons-nous en tout cas. Voilà. C'est une image de ce que peut être l'impérialisme. Voilà. Une image de ce que peut être l'impérialisme, tout en sachant que l'impérialisme est une réalité. C'est une réalité qui est historique, et qui a fait ce qu'ils ont fait dans le monde. Et une fois de plus, quand on prend dans ce que nous vivons ici au Québec aussi, il faut le comprendre. Il faut le comprendre que le Québec a souffert d'un certain impérialisme, voilà, qui marque très bien. Moi, quand je vois parfois sur nos voitures, il y a une inscription sur nos plaques d'immatriculation, le Québec, je me souviens. Mais il faut bien que les gens réfléchissent aussi. On va se souvenir de quoi, dans le fond? Oui. On va se souvenir de quoi? Georges, on a de la matière à réflexion. Oui, bon, on essaie de jeter un peu beaucoup des de sujets comme ça, réflexion. là, on est idéaliste, on veut. Restons mais il faut être idéaliste quand même. Il faut être idéaliste. Et il faut être aussi parfois utopiste aussi. Utopiste, parce que les villes que nous connaissons aujourd'hui quand même, il y a eu des utopistes qui ont imaginé des choses extraordinaires, mais on n'a pas reproduit ces utopies complètement, mais la configuration de nos villes quand même, on voit très bien qu'ils ont tiré de la pensée extraordinaire des gens qui imaginaient une société idéale, les phalanstères de Fournier, on connaît tout ça, et ainsi de suite. Merci Georges. Bonne semaine. Merci. Bon, c'était dur aujourd'hui, avec un sujet comme celui-là. Ah oui, quand même, on a du mal à croire mais on soit capable. Effectivement. On a passé au travers, Georges. On se reparle dans 2 semaines et je te souhaite d'ici là. Et puis on va changer quand même de sujet. La prochaine fois, on va trouver quand même quelque chose d'un peu plus doux. Ok, on va essayer. On va voir où on en est mondialement. Voilà, ok, merci. Il est 8h30. Nous, on fait une petite pause publicitaire. On se retrouve tout de suite après.